Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau Question à venir spécial référendum. À 10 jours du vote, de ce vote historique, nous vous proposons ce soir un dernier débat entre les 5 représentants du Congrès habilités à faire campagne. Il prône le oui ou le non de meeting en déclaration. Avec quel projet? Qu'envisage-t-il comme relation future avec la France? Mais surtout, comment compte-t-il poursuivre la construction du destin commun après le 4 novembre? Pour répondre à toutes ces questions, nos 5 invités ce soir sont Sonia Backès pour les Républicains calédoniens, Gilbert Thuyennon pour le groupe UC, FLNKS et nationaliste. Également avec nous Adolphe Digoué, représentant du groupe Uni ce soir, Philippe Michel, chef du groupe Calédonie Ensemble, et Thierry Santa pour le groupe Les Républicains Rassemblement MPC. Madame, messieurs, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Je précise que ce soir, vous pouvez vous aussi intervenir dans cette émission via notre page Facebook. Les commentaires s'afficheront tout au long de la soirée et les invités répondront à vos questions en toute dernière séquence de cette heure que nous allons passer ensemble. Une émission que vous pouvez également suivre en Facebook Live. Alors ce soir, nous avons décidé de donner la parole, vous l'avez compris, aux responsables politiques, mais pas seulement, également aux hommes et aux femmes de ce pays. Brigitte Wapp et Claude Lindor sont allés à leur rencontre un petit peu partout. Vous allez voir sur la côte Est et également un petit peu dans le Grand Nouméa. Et je vous propose tout de suite de prendre la direction de Ponériouin pour aller à la rencontre d'Éric Douillère. Il est descendant de colons. Il s'est installé dans la vallée de la Tchamba sur la propriété familiale. Et il nous confie ce soir comment lui a vécu ces 30 années d'accord de Nouméa. On se retrouve juste après. Tu vois la maison en bas, chez nous, et puis ça, c'est la vallée, la Gambaria, la vallée qui remonte jusqu'à Ouinouma. Et les grands-pères, les grands-parents, c'est là qu'ils étaient installés. C'est d'ailleurs sur ces hauteurs que repose son père. Une décision prise en accord avec la famille et les gens de la tribu de Tchamba. Alors c'est une proposition que j'avais faite à la famille. Et puis après, j'en ai parlé à la tribu. Et quand papa est décédé, c'est eux qui se sont occupés de tout, comme ils font pour leur mort. Donc c'est eux qui sont venus faire le trou, s'occuper de tout, enfin donner à manger à toute la famille, tous les gens qui venaient. Après les événements de 1984, la propriété est revendiquée par les clans de la tribu de Tchamba. Éric et son père décident alors d'aller discuter avec les gens de la tribu. Nous, on est venus avec une idée, c'est de dire qu'on comprend la revendication et que si la tribu, s'ils avaient besoin de terre pour installer leurs jeunes, etc., que nous, on était prêts à discuter. Simplement, on aimerait garder une partie de ce terrain, là où il y a la maison familiale, donc la maison de mes parents un peu plus bas, et donc parce qu'on a aussi nos racines. Et en retour, ce qui a été dit, c'est qu'on reconnaisse leurs droits ici, sur cette terre, qu'ils étaient bien là avant, qu'il y a une colonisation. À partir de ce moment-là, leur revendication, leur démarche était close, était aboutie. Sur cette propriété d'une centaine d'hectares, Éric souhaite conserver l'héritage familial au même titre que les liens qu'il a pu tisser avec la tribu. La famille Douillard, c'est un clan de la Tchamba? Oui, on pourrait le dire, oui, tout à fait. On va dire que, voilà, on participe quand il y a des décès, des mariages, on participe à la vie, on est là. Le vivre ensemble, voilà. C'est du concret ici? C'est du concret, oui. En tout cas, comme un laboratoire, tu vois, mon rêve, c'est de dire que ça peut marcher. Et ben, là, je suis content. Là, je pourrais mourir maintenant, je suis content. La preuve, c'est que ça peut marcher. Et mes enfants ont compris aussi que ça peut marcher. Donc, et même que ça marche. C'est un message et un petit questionnement. Pour moi, donc, l'avenir de notre pays ne peut pas se faire sans le peuple kanak. La vraie question que je pose, c'est est-ce qu'on peut décoloniser dans la France? Est-ce que la décolonisation est aboutie avec ce référendum, avec ce qui va arriver après, que ce soit l'indépendance ou pas l'indépendance?
Alors, madame, messieurs, reprenez vos micros. La parole est à vous, Gilbert Thuinon, pour le groupe UCFLN Caisse Nationaliste. Que répondez-vous à Éric Douillère? Est-ce que finalement, le 4 novembre, ce sera la fin pour vous du processus de décolonisation? Je crois d'abord que ce qui est à retenir du reportage et quelque part de la période des 30 dernières années qui nous intéresse là, c'est d'abord de dire que c'est le dialogue qui a pu permettre la construction du pays, qui a pu permettre que, comparativement aux périodes précédentes, le pays a beaucoup progressé. Il a progressé sur le plan économique, il a progressé sur le plan des échanges, il a progressé dans le sens du destin commun. Et ça, c'est parce qu'on s'est parlé. Et plus que ça, je crois que c'est parce que la France a daigné inscrire la Nouvelle-Calédonie dans un processus de décolonisation. S'il n'y avait pas eu ça, si on était resté sur les certitudes d'antan, sur le non-progrès en quelque sorte, rien n'aurait pu se faire. Et ce que dit M. Douillère est tout à fait vrai. C'est par le dialogue, c'est comme ça qu'on construit notre pays. Et c'est d'abord, il a dit aussi, d'abord la reconnaissance de l'identité kanak. C'est d'abord ça qui prime dans ce pays. Si l'identité kanak a été posée au centre du dispositif, ce n'est pas pour rien. Parce qu'à partir de là, on a pu commencer à évoquer la situation du pays, on a commencé à évoquer la citoyenneté du pays et par de là même construire le destin commun du pays. Donc, le processus n'est pas abouti, le processus n'est pas achevé. Aujourd'hui, nous estimons que nous sommes au milieu du gué en quelque sorte. Et il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits, mais il faut poursuivre. Ce n'est pas pour rien que depuis 30 ans, ce qui prime dans ce pays, c'est le partage, c'est le rééquilibrage. On l'a vu. En termes d'institutions du pays, le partage de pouvoir a permis beaucoup d'avancées. Et on y reviendra. En termes de formation des hommes et des femmes. Donc, c'est le partage, c'est le rééquilibrage. Donc des progrès, mais pas un aboutissement. Lorsque l'on fait campagne pour le non, est-ce que l'on considère, Sonia Backès, que le 4 novembre, le processus de décolonisation est terminé? On est effectivement dans la première fois que les Calédoniens vont librement faire le choix de rester ou non dans la France, d'être ou non indépendants. Ce choix-là, ça va nous faire passer d'un lien à la France qui était subi à un lien à la France qui va être choisi. Et donc, le principe de la colonisation, c'est qu'effectivement, c'est une puissance administrante qui vient et qui décide unilatéralement de prendre possession d'un territoire. On ne sera plus dans cette situation-là après le 4 novembre, puisque les Calédoniens auront librement, s'ils choisissent de voter non le 4 novembre, auront décidé librement de rester dans la France. Donc pour nous, on est dans un processus de décolonisation à l'intérieur de la République si effectivement les Calédoniens décident de voter non. Alors avant de poursuivre, je vous propose de revenir sur les grands moments qui ont marqué cette histoire et qui nous amènent à cette date historique du 4 novembre. Bernard Lassos, bonsoir. Bonsoir. Alors une histoire qui commence avec la revendication indépendantiste dans les années 70. Oui, et depuis la naissance de cette revendication indépendantiste, les événements qui ont marqué l'histoire ont tous à voir avec un scrutin ou une négociation. Juillet 1983, Nainville-les-Roches, la question du corps électoral est au centre des négociations. Justement, les indépendantistes acceptent d'inclure aux côtés des électeurs kanaks les autres communautés en tant que victimes de la colonisation de l'histoire. Refus du camp loyaliste. 18 novembre 1984, la même question entraîne le boycott des urnes par le FLNKS qui exige, armes à la main, l'indépendance kanak socialiste. C'est un autre scrutin, élection régionale, façon statut Ponce numéro 2, qui déclenchera en 88 la prise d'otage à Ouvéa. Fin des élections qui divisent, les accords de Matignon ou d'Ino en 1988, puis celui de Nouméa 10 ans plus tard, sont nés de la négociation entre les forces politiques en présence. Même si ces accords ont été sous différentes formes soumis au suffrage universel, 30 ans de paix plus tard, 4 novembre 2018, nouveau rendez-vous avec les urnes et l'histoire. Pour résoudre cette question, toujours en suspens depuis 35 ans, comment vivre en Nouvelle-Calédonie avec la revendication indépendantiste? Un scrutin avec beaucoup moins de tension que par le passé, même si la composition du corps électoral ne fait toujours pas l'unanimité. Philippe Michel, quels sont pour vous aujourd'hui, encore une fois à 10 jours de ce vote, les acquis et peut-être les insuffisances des 30 ans que nous venons de passer? Les principaux acquis de ces 30 dernières années, c'est d'abord qu'on a su montrer que ce qui nous rassemble est plus fort que ce qui nous divise.
Et que sur ce fondement-là, par le dialogue, on a pu maintenir la paix et avancer sur la construction du vivre ensemble. Et donc c'est sur ce chemin-là qu'il faut progresser. Depuis 30 ans, on a beaucoup avancé. L'identité kanak a été reconnue dans ses différentes expressions institutionnelles, sénat coutumier, conseil d'air, culturel, centre culturel Chibaour, établissement du lien à la terre, toponymie, ou encore au travers de l'enseignement des langues et cultures kanak. Le pendant de cette reconnaissance de l'identité kanak, c'est la reconnaissance de la légitimité des autres communautés qui ont fait de la Nouvelle-Calédonie ce qu'elle est aujourd'hui et qui sont reconnues comme telles et à ce titre légitimes à s'exprimer le 4 novembre prochain. On a progressé également dans le partage des responsabilités selon une double déclinaison. Un partage de responsabilités entre la France et la Nouvelle-Calédonie, puisqu'aujourd'hui, en Calédonie, on décide de tout, à l'exception des compétences régaliennes qui restent entre les mains de l'État. Et puis un partage de responsabilités entre Calédoniens, indépendantistes et non indépendantistes, à travers des institutions qu'on gère ensemble, les provinces, le Congrès, le gouvernement. Et puis enfin, il y a eu le chemin du rééquilibrage qui nous a permis de rattraper les retards de développement, d'équipement, notamment des provinces nord et îles, pour permettre à chaque Calédonien d'avoir d'égales conditions de vie où qu'il se trouve. Donc tout ça, c'est le bilan de ces 20 ans. Et maintenant arrive le moment de la question et de l'expression démocratique, ce qui va se passer le 4 novembre. Ce qui est le plus important pour nous, c'est que cette échéance du 4 novembre, ce ne soit pas un mur ou un obstacle, ou pire, une régression sur le chemin du dialogue, de la paix et du vivre ensemble. Ce qui est important, c'est que ce ne soit qu'une étape pour pouvoir continuer. Voilà. Parce que effectivement, les Calédoniens se prononceront le 4 novembre, mais il y aura un après, et nous voulons tous continuer de vivre ensemble. Adolphe Digoué pour l'UNI. Paul Niaoutine disait il y a quelque temps justement sur cette notion de peuple calédonien, finalement que le 4 novembre c'était l'aboutissement et c'était la reconnaissance de l'existence de ce peuple calédonien. Est-ce que vous partagez ce bilan que vient de dresser Philippe Michel? Bien entendu qu'il existe bien le peuple calédonien. Donc, le reportage nous indiquait que à Nainville-les-Roches, les représentants de la délégation indépendantiste avaient à ce moment-là reconnu à ceux qui étaient transplantés ou bien déportés. Et donc on leur a reconnu le droit à disposer de l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. C'est quelque chose d'important. Depuis Nainville-les-Roches, on est passé par les événements dramatiques qu'on a connus entre 84 et 88. Et c'est l'accord de Matignon-Oudinot qui vient sceller un nouveau pacte. Pacte, ce qu'a dit Philippe Michel, de construction. Et donc c'est une phase de construction et à travers les provinces et le Congrès, la Nouvelle-Calédonie, enfin en tout cas les représentants ou les élus calédoniens, on construit progressivement. Alors aujourd'hui, mais bien entendu avec l'accord de Matignon, l'accord de Nouméa plutôt, qui reconnaît l'identité kanak et comme m'a dit Gilbert Tuyeno, nous replace dans notre dignité, mais bien entendu, ceux avec qui on a partagé la construction, mais qui sont durablement installés. Et donc on le reconnaît dans l'article 188. Et pour ce qui concerne le 4 novembre, ceux qui sont inscrits à la LESC, mais bien entendu ceux-là. Ceux-là font partie du peuple calédonien. Et donc on le dit et on l'assume. Thierry Santa sur ce bilan global, et je vous soumets en même temps un commentaire d'internaute, c'est Pierrot de Puebo qui nous dit que pense-t-il, que disent-ils plutôt à leurs électeurs? Alors, il s'adresse plutôt aux indépendantistes, mais j'aimerais vous entendre là-dessus, sur le triomphalisme du 4 novembre, autrement dit sur le non massif qui pourrait ressortir des urnes. Il n'y aura pas de triomphalisme le 4 novembre. Il y aura une expression de la majorité des Calédoniens. Et nous pensons effectivement que cette expression sera majoritairement en faveur du maintien de la Calédonie dans la France. Et en ce qui nous concerne, dès lors que les Calédoniens auront pris position, parce que c'est ce qui va se passer le 4 novembre, ils vont décider
de maintenir la Calédonie dans la France ou de basculer dans l'indépendance. Nous, on considère que le débat qu'on entend encore ce soir, là, que je viens d'entendre, et je vous remercie de me donner la parole en dernier, ce débat indépendantiste, non indépendantiste sera derrière nous. Et quand on réfléchit de cette façon-là, ça veut dire que le 5 novembre, le lendemain du 4 novembre, chaque Calédonien, quel que soit son lieu de résidence et ses origines, aura la même importance. Et ça a des incidences sur beaucoup de choses. En matière institutionnelle, ça veut dire revoir la composition du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, qui aujourd'hui n'est pas représentative de la réalité calédonienne. Ça veut dire revoir la gouvernance de la Nouvelle-Calédonie. Ça veut dire revoir le partage des compétences entre la Nouvelle-Calédonie et les provinces. Aujourd'hui, les provinces exercent certaines compétences qui devraient plutôt être exercées par la Nouvelle-Calédonie. Je pense par exemple à la stratégie minière. Ça veut dire revoir la clé de répartition entre les provinces, sans remettre en cause le principe d'une solidarité de la province sud envers le nord et les îles. Il n'est plus acceptable aujourd'hui que les citoyens calédoniens du sud soient pénalisés par ce système de clé de répartition figé. Donc c'est revoir tout ça. Et finalement, ce que je voudrais dire, moi, c'est que ces 30 ans qui viennent de s'écouler, je voudrais donner un peu de hauteur à notre débat. Pour moi, c'est la fin d'une transition entre un ancien monde et le nouveau monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Quand je parle de l'ancien monde, c'est le monde des colonisateurs, des grandes puissances européennes à l'époque, qui ont colonisé le monde entier, quasiment. 5 pays, simplement, n'ont pas été colonisés dans leur histoire. Si ça n'avait pas été la France, ça aurait été une autre nation européenne qui aurait pris possession de la Nouvelle-Calédonie. Je vois les choses aujourd'hui, finalement, je suis bien content que ce soit la France, parce qu'autour de nous, le résultat n'est pas tout à fait le même. Et puis, en disant cela, je ne renie pas les ombres de la colonisation française. Elle a existé, l'expression du préambule de l'accord. Elle a été difficile. Mais au jour d'aujourd'hui, on n'est plus du tout dans la même situation. Et demain, on va basculer dans le nouveau monde. Le nouveau monde, c'est celui d'aujourd'hui, où on ne parle plus de puissance coloniale, on parle de puissance économique. Juste une réaction, on parle d'un monde globalisé. Juste, je veux terminer. Un monde globalisé où on ne parle plus d'indépendance, mais plutôt d'interdépendance. Et certains l'ont envisagé bien avant nous. Plus aucun pays n'est dans une autarcie totale aujourd'hui. On va se projeter, Thierry On est Santa. tous interconnectés les uns les autres. Et c'est dans ce monde-là qu'il faut qu'on se projette sur le monde pour l'avenir de la d'après. Nouvelle-Calédonie. Sur le monde C'est d'après, ce que je pense. l'après 4 novembre. Juste une réaction quand même de Gilbert Thuénon. On nous dit, on bascule dans un nouveau monde. Vous avez commencé cette émission en nous disant, ce n'est pas terminé. Il faut continuer. Il faut poursuivre l'effort. Je crois que nous, on a l'habitude de dire, l'accord, rien que l'accord. Et il faut aller jusqu'au bout de cet accord-là. On est pour le dialogue. Il faut aller jusqu'au bout dans le dialogue aussi. Mais nous, on ne remettra jamais en cause la parole donnée. On ne remettra jamais en cause la négociation de nos aînés. Et pour être clair, nous ne renoncerons jamais à la revendication d'indépendance. Ça, jamais. On ne renoncera pas. On n'abandonnera pas. On ne peut pas abandonner. C'est une question de dignité. C'est une question de liberté pour nous. Donc, il faut aller jusqu'au bout. Il y a des mentalités à changer encore dans ce pays. Ce n'est pas possible que le camp S soit rempli de Kanaks. Ce n'est pas possible qu'on n'arrive pas à former les Kanaks. Ce n'est pas possible. Il faut changer les mentalités. Notre drapeau, il a du mal à être hissé partout en Calédonie. Ce sont ces choses-là. Il y a encore des inégalités. Donc, nous sommes persuadés que le processus de décolonisation, tel qu'il a été inscrit dans les accords, il n'est pas abouti. Et tant qu'il n'est pas abouti, c'est une question de justice sociale, c'est une question de démocratie, c'est une question d'équité. Donc nous, ce qu'on dit, on discute. On est là pour discuter. Parce que le dialogue, c'est nous. La citoyenneté, dans l'accord de Nouméa, c'est nous, c'est le FNLKS. Le destin commun, c'est le FNLKS. Donc on ne va pas revenir sur tout ça. Mais nous, ce que l'on dit, c'est qu'on va jusqu'au bout du processus. Dans le dialogue, dans la paix et dans le dialogue. Ça, il faut être clair avec ça. Justement, l'après, c'est aussi cette relation qui doit peut-être évoluer entre la Nouvelle-Calédonie et la France. Et là, je vous propose d'aller à Nouville, où notre équipe a rencontré un couple indépendantiste qui vit dans le squat depuis 30 ans. Un couple indépendantiste, mais vous allez l'entendre, qui reste très attaché à la France. Plus de 300 familles habitent dans ce squat de Nouville, près de la clinique.
Mika Lolopo et sa compagne vivent ici depuis plus de 30 ans. Un couple très actif dans l'association du squat qui regroupe des personnes de toute ethnie. Marie-Julie Natou Monteapo souhaite que le référendum ne change pas ses relations avec ses voisins. Je ne sais pas comment ça va se passer après le référendum, mais voilà, je sais que... Moi, ce que je souhaite, c'est le vivre ensemble, avec tous les ethnies qui sont ici en Calédonie. Voilà, c'est ça. Mika Lolopo est indépendantiste. Il a décidé de s'abstenir le 4 novembre parce que pour lui, le corps électoral n'a pas été respecté. Il reste malgré tout attaché à la France. Ça va être dur quelque part que la France il va lâcher, mais mon souhait, c'est nos partis politiques. C'est eux qui doivent faire en sorte qu'on s'entende toujours avec la France. Mika travaille pour une compagnie maritime au port de Nouméa. Même s'il ne votera pas au référendum d'autodétermination, il est inquiet pour l'après. Je crains, c'est après. Nous, le peuple, déjà, le peuple kanak, il ne faut pas qu'il y aura des conséquences qui viennent diviser les clans, les familles, la coutume. Moi, je veux qu'une fois que c'est fini les votes, mais après, la vie continue, comme aujourd'hui, en ce moment. On vit ensemble, on partage, c'est ça. Sonia Backès, votre réaction à ce reportage, ça n'est pas, j'allais dire, vos militants qu'on a pu entendre là. Non, c'est exactement ça. C'est-à-dire que je crois que l'accord de Nouméa a été construit sur la base d'un système où on avait d'un côté les Kanaks, de l'autre côté les non-Kanaks. Et c'était nécessaire parce que c'était le résultat de notre histoire. Il y avait tout à l'heure, Adolphe Digoué a parlé de reconnaissance de la dignité. Je crois que ça a été fait dans l'accord de Nouméa. C'est important. Il faut qu'on passe à autre chose. Il faut qu'on passe à un nouveau statut où ce sont tous les Calédoniens qui sont au centre du dispositif. Et on est convaincu aux Républicains calédoniens que ce nouveau statut, il doit se construire avec la protection de la France, avec la France qui assure finalement la protection de l'extérieur, la protection de nous-mêmes. Mais par contre, il y a énormément de choses à faire évoluer pour reprendre les termes qui ont été utilisés, la vie continue dans les meilleures conditions possibles. On a créé un modèle de société calédonien qui, pour l'instant, n'a pas forcément été créé parce qu'on est resté sur ce débat permanent de l'indépendance ou de la France. Et on a énormément de choses à construire. Et on est convaincus, nous, que la première étape de cette construction, c'est une victoire large du non pour que, finalement, on continue à avoir la protection de la France. Et mes collègues loyalistes disaient on sait que le non va l'emporter largement. Attention, je veux dire aux Calédoniens qu'il faut qu'ils se mobilisent parce que cette victoire, elle n'est pas acquise et que ce sera le vote du 4 novembre qui fera le résultat et pas les différents sondages qui ont été donnés. Philippe Michel, sur ce portrait, et puis puisqu'on est dans cette relation entre la France et la Nouvelle-Calédonie, c'est l'actualité, l'annonce du Premier ministre de sa venue le 5 novembre prochain, au lendemain du référendum. C'est pour vous, comment vous l'interprétez? C'est un geste fort de l'État, de son intérêt pour ce dénouement? Oui, clairement. Si le Premier ministre de la France décide de venir dès le lendemain du référendum, c'est bien qu'il se préoccupe, et c'est une excellente chose pour les Calédoniens, de l'après-référendum. Parce que la vraie question, c'est effectivement celle-là. Le soir du 4 novembre, d'une manière ou d'une autre, les Calédoniens vont refonder leur lien avec la France. On passera effectivement d'une souveraineté d'autorité, celle d'une prise de possession à une époque dite coloniale, à une souveraineté librement choisie, démocratiquement choisie par les Calédoniens. Et ensuite, il va falloir dépasser le débat qui nous oppose les uns aux autres depuis 30 ans. Et ce qu'on croit, nous, c'est qu'il est tout à fait possible de concilier, de conjuguer souveraineté et république. C'est pas antinomique. On peut être souverain en Nouvelle-Calédonie en décidant de tout ce qui concerne la vie quotidienne des Calédoniens, et c'est déjà le cas aujourd'hui, et puis laisser entre les mains de la France les compétences régaliennes, et notamment celles qui nous garantissent une sécurité intérieure, justice, police, gendarmerie, et une sécurité extérieure, défense, etc. C'est tout à fait possible. L'État doit conserver ses compétences parce que lui seul
a les moyens humains, financiers et surtout l'impartialité dont on a besoin pour exercer ses missions régaliennes. Mais on peut aussi calédoniser ses compétences régaliennes. On peut faire en sorte que plus de Calédoniens accèdent à des fonctions régaliennes, juges, magistrats, policiers, gendarmes, etc. Ça sera une excellente chose pour le pays. Voilà, donc si on veut bien, en réalité, poursuivre le dialogue au lendemain du 4 novembre sur ce que doit être le futur statut de la Nouvelle-Calédonie, parce que je rappelle que l'accord de Nouméa, qu'il y ait 1, 2 ou 3 référendums, il s'arrêtera au bout d'un moment. C'est un accord transitoire et le statu quo n'est pas possible et donc il faut nécessairement se projeter. Alors une question, je vous la pose rapidement et j'aimerais entendre Adolphe Digoué sur cette relation avec la France. Est-ce que nos élus sont capables d'arrêter de se diviser? La question est claire, nette et précise. Sonia Backès, est-ce que vous voulez répondre à cette question, à cette capacité de retrouver le dialogue après le 4 novembre? Vous savez, le dialogue, il a jamais cessé, puisqu'on a réussi, regardez, on est ici autour de la table, tous... Vous n'étiez pas au groupe du dialogue, par exemple, lancé, ou en tout cas pas jusqu'au bout, par Édouard Philippe? On a été dans toutes les discussions. Vous savez, toutes les semaines, il y a des discussions entre nous tous sur le corps électoral, sur l'organisation de ce référendum, et on a réussi à se mettre d'accord sur tout. C'est quand même assez extraordinaire. Je pense que les Calédoniens voient finalement ce qui nous divise et pas forcément ce qui nous rassemble. On est aujourd'hui, et pour la première fois, je rappelle que le référendum de 87, lui, il n'a pas été admis, il a été boycotté par les indépendantistes. Là, on est dans un référendum qui est accepté, dont le corps électoral est accepté par une très grande majorité des responsables politiques calédoniens. L'organisation est acceptée par tous. L'État s'est énormément impliqué dans cette consultation et on a réussi à se mettre tous d'accord sur ces sujets-là. Donc je crois vraiment que quand c'est important, quand c'est l'avenir de la Nouvelle-Calédonie qui est en jeu, on est en capacité de se mettre d'accord. Simplement, je voudrais rebondir très rapidement sur la question de la calédonisation. Je crois que l'enjeu, c'est pas la calédonisation encore de la fonction publique. L'enjeu, il est de faire pour l'avenir que le tissu économique de la Nouvelle-Calédonie reflète réellement la Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire qu'il y ait de plus en plus de Calédoniens qui soient chefs d'entreprise et je crois que c'est comme ça qu'on arrivera à limiter les inégalités sociales. Par le privé. Bien sûr. Adolphe Digoué, le projet du FLNKS est le projet de longue date, j'allais dire, de l'UNI. C'est un projet de partenariat avec la France. Qu'attendez-vous, si jamais le oui l'emportait le 4 novembre, de la France? Quelle relation imaginez-vous à l'avenir? Je vais rappeler les dispositions de l'accord de Nouméa. L'accord de Nouméa, processus de décolonisation, appelé par les spécialistes un processus sui generis. C'est-à-dire que c'est un pays qui se construit à l'intérieur d'un autre. Et donc le dispositif prévu par l'accord de Nouméa, c'est que à partir de 1999, il y a des retours progressifs selon un calendrier prédéfini des compétences dites de souveraineté. Donc il y a eu un certain nombre de compétences qui ont été rétrocédées. Ce qu'on regrette, c'est que ces compétences-là n'ont pas pu être rétrocédées telles que le calendrier le prévoyait. On s'est préparé tardivement pour organiser le transfert. Et donc on se retrouve aujourd'hui avec les compétences logées à l'article 26, qu'on les a quand même préparées. Je dis là que ça a été préparé. Et d'ailleurs, ça a été constaté dans le bilan partagé que ces compétences-là ont été partagées, mais il manquait une décision politique, une majorité au Congrès pour demander une simple résolution pour les transférer. Donc, si vous voulez, mais c'est avec l'État partenaire que ce dispositif est mis en place. C'est avec l'État partenaire qui nous a accompagnés dans ce dispositif. Donc, si le oui l'emporte, et ce qu'on souhaite, c'est ce qu'on l'en souhaite, il va s'ouvrir une période de transition. C'est ce que le projet prévoit, c'est ce qu'on dit dans la campagne. Mais ce que dit aussi l'État, c'est que l'État ne va pas partir comme ça. Il y aura quand même des discussions. Alors, ce que je veux dire là ce soir, c'est que on arrive là à 10 jours du référendum. Et donc, tout le monde envisage ce que pourrait être une discussion après le 4 novembre. Mais on a eu tout le temps là. On a eu tout le temps depuis.
Et on a demandé à chaque comité signataire que l'État nous délègue, ou l'État nous met en disposition des experts, pour ensemble donc, convenir ou en tout cas nous préparer avec nous. C'est un certain les compétences à venir à transférer là, les compétences régaliennes. Et c'est sur la base d'analyse d'experts et sur proposition des gens qui ont été consentis entre nous, acceptés, qui nous ont proposé, donc, et je veux le rappeler, donc, les quatre sorties possibles. La pleine souveraineté, l'indépendance avec partenariat, et donc les deux autres. Mais comme les deux autres ne sont pas prévus par l'accord de Nouméa, puisque l'accord de Nouméa prévoit l'accès à la pleine souveraineté, le retour des compétences régaliennes équivaut à l'accès à la pleine souveraineté. Donc il n'y a que cela qui est prévu. Donc nous, le partenariat, mais on a essayé de convaincre nos partenaires locaux de nous dire mais quelles étaient leurs craintes dans la gestion de ces compétences régaliennes-là, pour qu'on puisse le mettre dans le partenariat, pour qu'ensemble, aujourd'hui, donc, dans cette campagne-ci, mais on dise, mais voilà le partenariat, donc n'ayons pas peur, puisque le processus veut que la Calédonie accède à la pleine souveraineté. On va revenir sur cette vision de la sortie de l'accord de Nouméa qui, je le vois, ne fait pas consensus. D'abord, Bernard Lassos, on le voit sur cette future relation, elle est forcément à construire. Malgré tout, l'État a déjà balisé un petit peu le chemin du champ des possibles. Oui, notamment en disant, c'est ce que Édouard Philippe annonçait récemment, l'exercice sera délicat. Quel que soit le résultat le 5 novembre, les signataires devront se parler, disait-il, ajoutant que le gouvernement ne serait pas un arbitre, mais bien une partie dans ce processus. Ce que l'on sait en cas de victoire du oui le 4 novembre, la France respectera ses engagements. Après une certaine période, elle prendra les mesures nécessaires au transfert des compétences régaliennes en lien avec l'accession à la pleine souveraineté. Sachant que le projet du FLNKS, vous le disiez, n'exclut pas la possibilité de nouer des partenariats ou des accords avec la France. Précision du Premier ministre quand même, les financements accordés par l'État actuellement reposent sur l'accord de Nouméa et n'aura donc plus de fondement juridique. À la fin de cet accord, les relations financières entre la France et la Nouvelle-Calédonie résulteraient donc de l'aide au développement. Si le non l'emporte, comment ne pas imaginer que l'on attende de se retrouver en 2020, puis en 2022, peut-être, la vie politique toute tendue vers les provinciales de 2019. Concernant les relations avec la France, peu de changements en vue, hormis les compétences qui n'ont pas été transférées, vous en parliez, et qui auraient pu l'être lors de la dernière mandature. Quoi qu'il en soit, si le non l'emporte, on n'imagine pas vraiment d'ouverture vers davantage de souveraineté. Thierry Santa, vous parliez tout à l'heure de cette nécessité pour vous de se projeter sur le monde de demain, sur cette relation Nouvelle-Calédonie-France. Est-ce que, je repose la question, j'allais dire dans les mêmes termes, est-ce que pour vous le rassemblement, le statu quo est possible ? Moi, je voudrais d'abord rebondir un peu sur ce qu'a dit mon collègue Adolphe Digoué. Adolphe. Si vraiment l'accord de Nouméa ne prévoyait que la solution de sortie vers l'indépendance, la question que je pose, c'est pourquoi on fait un référendum ? C'est pas plus compliqué que ça. Si on fait un référendum, c'est parce que c'est la population calédonienne qui va décider le 4 novembre de rester ou pas au sein de la République française. Et moi, j'ai pas besoin d'attendre un deuxième ou un troisième référendum, même si je sais que c'est inscrit dans la loi. Je considérerais que le 5 novembre, les Calédoniens auront décidé. Et à partir de là, en ayant ça à l'esprit, pour reprendre la question que Angélique posait, moi, je ne fais pas partie de ceux qui disent que la Calédonie, aujourd'hui, n'est pas prête à l'indépendance. Parce que quand on dit ça, ça veut dire qu'on suppose qu'un jour, elle peut le devenir. Moi, je fais partie des Calédoniens qui pensent que nous sommes aujourd'hui suffisamment matures pour comprendre que dans le monde, encore une fois, dans lequel nous vivons, la Nouvelle-Calédonie n'a aucun intérêt à sortir de l'ensemble français et de l'ensemble européen qui nous protège de ces grandes puissances économiques. Qui peut croire encore aujourd'hui qu'un petit pays de 300 000 habitants perdu au milieu du Pacifique, qui contient, pour son malheur ou son bonheur, pratiquement 25% des ressources en nickel du monde, qui peut croire que ce petit pays peut rester indépendant économiquement ? Ce n'est pas possible.
Donc même si un jour, les Calédoniens choisissent de devenir indépendants politiquement, on le sera peut-être à un moment, mais on deviendra très rapidement dépendant économiquement et derrière, dépendant politiquement, mais de manière plus larvée peut-être. Adolphe Digoué, Gilbert Tuyon, c'est pourtant votre conviction. Adolphe Digoué. Juste pour répondre à ce que vient d'évoquer Thierry Santa, bien entendu, ce qui est prévu, c'est que par une consultation, les Calédoniens se prononcent sur l'accès ou non à la pleine souveraineté. Ce qui a été formulé, c'est que est-ce que les Calédoniens souhaitent que l'État le transfère les compétences dites régaliennes? C'est ça la question. Si les Calédoniens le souhaitent. C'est ça la question. Et donc on nous pose première fois la question, là, c'est en 2014. On aurait pu ensemble décider de la date au Congrès. Parce que c'est ce qui est prévu. Donc on l'a désigné tout dernièrement un comité de signataires. Mais les 3/5 du Congrès auraient pu le décider en toute responsabilité à partir des élections provinciales de 2014. C'était ce qui est prévu. Et donc, et je l'affirme, la seule issue, c'est l'accès à la pleine souveraineté, c'est-à-dire la récupération des compétences régaliennes. Pourquoi on nous pose une première fois la question et une deuxième fois encore une possibilité déclenchée par 18 élus du Congrès pour organiser une deuxième... Parce que la seule issue, et ça, il faut que nos collègues le disent, la seule issue, c'est l'accès à la pleine souveraineté. Et de toute manière, les discussions qui s'ouvriront après le 4 novembre, comme a dit tout à l'heure Gilbert Tuyon, autour de la table, nous dirons que maintenant, on discute de l'accès à la pleine souveraineté. Sonia Backès, je vous sens... je crois qu'il faut dire la vérité aux Calédoniens. L'issue de l'accord de Nouméa, c'est pas l'indépendance. Il faut arrêter de dire ça. Et malheureusement, c'est ce qui a été dit souvent dans les discussions du G10, c'est on veut bien discuter que de la souveraineté avec partenariat. Mais non, la sortie, c'est le référendum et c'est les Calédoniens qui décideront. Et vous savez, c'est pour ça que depuis des années, on dit qu'il faut que ce référendum ait lieu. Il y en a qui voulaient discuter pour essayer de faire qu'on annulait ce référendum. On souhaitait que ce référendum ait lieu parce que réellement, on va savoir pour la première fois, je le dis, depuis qu'il y a eu réellement une revendication d'indépendance, on va savoir ce que veulent les Calédoniens, si les Calédoniens veulent rester dans la France ou s'ils veulent être indépendants. Et ce sera la population calédonienne qui va décider. Et je crois que c'est important, quand on respecte la démocratie, de respecter la volonté de la population. Et on ne peut pas dire la seule issue possible, c'est l'indépendance, alors que l'accord de Nouméa a prévu une consultation. Cette consultation et son résultat doivent être respectés. Gilbert Tuyon, vous souhaitiez réagir sur cette capacité finalement de la Nouvelle-Calédonie à exercer son indépendance, y compris au niveau international. Je crois que la grosse différence entre les partisans du non et nous, les partisans du oui, c'est que nous, fondamentalement, nous avons confiance en notre pays et nous avons confiance aux Calédoniens. La grosse différence est là. Parce que nous sommes persuadés, et le Premier ministre l'a dit, la France sera moins belle sans la Nouvelle-Calédonie. Un dernier article du magazine économique Capital dit que la France a gros à perdre avec l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Finalement, vous avez aussi confiance en la France. C'est une question de confiance. Confiance dans des relations rénovées avec la France. Parce que depuis les accords, et ça, il faut le dire. Je vous coupe. Le dernier sondage Harris Interactive Nouvelle-Calédonie Première avait justement cette information intéressante. 90% des sondés, y compris des partisans du oui, souhaitaient une relation renforcée entre la Nouvelle-Calédonie et la France. C'est également votre cas. C'est dans l'air du temps, ça. On ne peut plus se comporter de dominant à dominé. C'était de nouvelles relations, gagnant-gagnant. Et c'est de ça dont on parle, en fait. Parce que nous, ce que nous voulons, fondamentalement, c'est que ce qui a été signé, parce que les Français en 88 l'ont déjà validé. Le référendum a eu lieu en 1988, en novembre 1988. Là, le 4 novembre, on consulte les Calédoniens sur un processus que la nation a déjà validé. Donc, la balle est dans notre camp. Donc, il faut amener tout le monde sur ce chemin-là.
C'est ce chemin-là que nous voulons. La France, la Nouvelle-Calédonie, ce n'est pas la France. Pour l'heure, nous sommes une possession française. Il faut sortir de ces relations de dominé-dominant. Donc, quelque part, il faut aussi le dire aux Calédoniens. Nous resterons liés, parce qu'on restera liés à la France. Le partenariat, il sera là. Parce que nous sommes liés par l'histoire. Nous sommes liés par l'histoire. Nous sommes liés par le cœur à la France. Donc la France restera. Qu'on soit indépendant ou pas, la France, elle est là. Elle restera. Philippe Michel. Ce sont les Calédoniens qui décideront. Le 4 novembre, une question sera posée aux Calédoniens qui sont légitimes à se prononcer sur l'avenir du pays pour savoir s'ils refondent ou pas le lien avec la France. Et quelles que soient les positions des uns et des autres, il faudra tenir compte de la réponse des Calédoniens. Donc, dire que la sortie obligatoire du processus de décolonisation ou de l'accord de Nouméa, c'est l'accès à la pleine souveraineté, c'est faux. C'est faux parce que ça n'est pas ce que prévoit l'accord de Nouméa, qui prévoit précisément une consultation des Calédoniens, c'est-à-dire que c'est les Calédoniens qui choisissent. Et c'est faux au regard du droit international et notamment des résolutions de l'ONU qui prévoient qu'il y a 4 sorties possibles, dont l'une, c'est tout statut librement décidé par les populations intéressées. C'est de ça qu'on propose au lendemain du 4 novembre de parler. C'est sur ce chemin-là qu'on propose de s'engager. Dans un cadre qui n'oppose plus la souveraineté et la République, dans un cadre qui imagine une souveraineté partagée entre la Nouvelle-Calédonie et la République. Voilà quels sont les termes du débat. Sur ces discussions de l'après, et après on va s'intéresser d'un peu plus près au destin commun, mais Édouard Philippe et Annick Girardin, donc le Premier ministre et la ministre des Outre-mer, ont annoncé qu'ils seront là. Ils seront là pour préparer un comité des signataires très rapidement après le référendum. Gilbert Quénon, d'après vous, que faut-il mettre à l'ordre du jour de cette nouvelle formule, comité des signataires ou autrement nommé, d'instance de dialogue ? Non, mais il faut être clair aussi. S'asseoir le lendemain du référendum, de la consultation des Calédoniens, ça c'est sûr. Nous, on n'a jamais eu de rupture du dialogue. Ce qui est sûr, c'est que l'accord de Nouméa prévoit une première, une seconde et une troisième consultation. Pas de compromis là-dessus. C'est l'accord, rien que l'accord, je l'ai dit tout à l'heure. Et il faut avancer sur ça. Parce qu'on n'est pas allé jusqu'au bout du processus. On n'est pas allé jusqu'au bout de l'exercice. Et quelque part, tant que l'application de l'accord... On va parler de quoi, là, alors qu'on n'a pas... L'article 27 n'a pas été exercé, là. Elle n'a pas été rétrocédée. Comment on va faire la formation des Calédoniens? Elle est allée jusqu'au bout. Il y a plein de choses à revoir, là. Donc, on veut bien parler. Mais nous, on dira au Premier ministre, c'est bien de vouloir venir parler. Mais pour l'heure, vous n'avez pas été jusqu'au bout de la logique, vous aussi. Parce que vous avez été un arbitre partisan. Parce que vous étiez acteur de la situation. Donc vous aussi, la France, il faut aller plus loin, là, maintenant. Thierry Santa, d'un mot sur justement le dialogue d'après. Le Rassemblement a souvent dit on dialoguera justement une fois la consultation terminée. Moi, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Gilbert tout à l'heure. Il a dit on ne reniera pas la parole de nos anciens. La parole de nos anciens, c'est aussi Nainville-les-Roches. Hein, c'est aussi l'accord de Matignon-Oudinot, où, encore une fois, les indépendantistes ont accepté, finalement, de dépasser leur indépendance kanak socialiste en acceptant que les autres communautés participent, finalement, à la construction de ce destin commun calédonien. Donc, moi, je considère que le 4 novembre, c'est la population intéressée, comme l'expliquait Philippe Michel tout à l'heure, qui va se prononcer. Et elle va se prononcer le 4 novembre, dans un sens ou dans un autre. Moi, j'espère en faveur du maintien de la Calédonie dans la France. Mais je respecterai un choix différent si c'était le cas. Et c'est ce choix qui sera fait que nous devons tenir compte, dont nous devons tenir compte pour nous projeter, encore une fois, dans le nouveau monde dans lequel nous vivons
et qui a sa incidence sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Alors justement, comment les Calédoniens, qu'ils se prononcent pour ou contre ce 4 novembre, vont-ils pouvoir se retrouver après? C'est la dernière grande question qu'on va vous poser ce soir. Question qui préoccupe notamment Marie-Pierre Fissi Ipeaou. Elle est responsable d'une association de danse wallisienne et futunienne à Dimbéa-sur-Mer. Et elle s'est confiée cette fois encore à Brigitte Wapp et Claude Lindor. Marie-Pierre Fissi-Hippo accompagne son fils à la maison de quartier de Dimbéa-sur-Mer. Elle l'inscrit à un cours de hip-hop. La danse occupe beaucoup de place dans sa vie. En effet, elle est coordinatrice d'une troupe de danse wallisienne et futunienne. Premièrement, c'est la passion de la danse et promouvoir notre culture, mais surtout créer une cohésion avec toutes les autres cultures. Très impliquée dans la vie associative de la commune de Dimbéa, pour Marie-Pierre, le partage et le respect sont la base du vivre ensemble. Le partage, de se mélanger avec les autres communautés et surtout de bien s'entendre. Et que les opinions de chacun soient respectées et que, voilà, que par exemple, tous ceux qui dirigent le pays ils puissent prendre en compte des opinions de chacun et chacune et pouvoir bien prendre les décisions. Marie-Pierre est née à Wallis et Futuna. Elle reste attachée à la France, qui est pour elle une grande nation. Je vois la France par rapport aux valeurs qu'elle représente, comme la démocratie, la liberté d'expression et surtout la liberté. Ce serait bien si elle reste, quoi qu'il arrive en Calédonie, qu'elle soit toujours présente. Calédonienne depuis plus de 20 ans, elle a une question pour les élus indépendantistes. Je souhaiterais leur demander si après le 4 novembre, le oui l'emporte, qu'est-ce qui va se passer pour toutes les autres communautés. Adolphe Digoué, qu'est-ce que vous répondez? Il l'emporte le 4 novembre. Nous, on a un projet qu'on soumet aux Calédoniens, et donc c'est le fascicule que Gilbert a. Et dans ce qui est dit dans ce projet-là, c'est que c'est une nation pluriculturelle. C'est une nation pluriculturelle. Donc, alors, bien entendu, les autres cultures vont être prises en compte. On va comment au-delà de concrètement l'ethnie. vous leur donnez une place? Dans notre projet, on va au-delà de simple ethnie. C'est un projet pluriculturel où chaque communauté pourra exprimer sa culture à côté de la culture kanak. Donc c'est quand même ça le projet que l'on propose en partage avec les autres citoyens. Mais le 4 novembre, au soir, ne signifie pas que chacun repart chez lui. Ça, c'est des idées reçues. Hein? On s'est engagé dans la construction d'un pays, cela fait 30 ans que nous y sommes engagés. Et donc, mais c'est avec ceux qu'on a acceptés comme des personnes qui peuvent partager notre droit à l'autodétermination. Et ça, on ne revient pas dessus. Donc c'est un peuple calédonien, il suffira tout simplement de transformer la citoyenneté calédonienne dont on jouit aujourd'hui en une nationalité, mais bien entendu. La communauté wallisienne, et c'est ce qu'on explique partout dans nos meetings, la communauté wallisienne aura un droit de cité à côté de la communauté kanak, à côté des Européens, à côté de ceux qui ont fait souche ici. Donc nous, c'est un projet pluriculturel qu'on présente, qu'on propose en partage. Bien sur entendu. ces questions de destin commun, de communauté de destin à construire et puis de citoyenneté, Adolphe Digoué vient d'ouvrir ce chapitre crucial également. Les Républicains calédoniens font une proposition, j'allais dire 5 ans. C'est ce que vous avez annoncé hier soir. À quelques jours du référendum, c'est presque osé dans le débat. Oui, alors d'abord, sur ce que vient de dire Adolphe Digoué sur le caractère multiculturel du projet du FLNKS, là aussi, il faut dire les choses. Alors, c'est un peu flou dans la plaquette qui a été présentée par Gilbert tout à l'heure, mais c'était très présent dans la précédente. C'est-à-dire que le FLNKS prévoit
d'élire un président de la République qui est élu sur la base de 2 corps, les représentants démocratiques et les représentants coutumiers. C'est-à-dire que concrètement, c'est un corps électoral avec une plus-value de la communauté kanak qui va élire le président de la République. Donc on a bien dans le projet du FLNKS une supériorité des Kanaks par rapport aux autres ethnies. Nous, on considère, encore une fois, je le répète, que le lendemain du 4 novembre, ce sont tous les Calédoniens qui doivent être au cœur du dispositif. Tous les Calédoniens de naissance ou de cœur, ceux qui ont décidé de vivre en Nouvelle-Calédonie, ceux qui ont leurs attaches en Nouvelle-Calédonie, ceux qui sont mariés avec des Calédoniens, ceux qui sont nés en Nouvelle-Calédonie, ceux qui sont là depuis une certaine durée. Et effectivement, on a dit qu'on a aujourd'hui 41 660 personnes qui sont exclues du corps électoral. On ne peut pas construire la Nouvelle-Calédonie de demain sur la base d'autant d'exclus. Et on considère qu'effectivement, être exclu une mandature, c'est suffisant pour démontrer qu'on est impliqué en Nouvelle-Calédonie, pour démontrer qu'on a décidé de vivre en Nouvelle-Calédonie. Et je crois que c'est important qu'on puisse réouvrir enfin ce corps électoral, parce qu'on a aujourd'hui des Calédoniens qui payent leurs impôts, qui ont des enfants en Nouvelle-Calédonie, qui vivent, qui travaillent en Nouvelle-Calédonie, qui pour certains créent des emplois et qui sont exclus du corps électoral. On ne peut pas continuer sur cette base-là. Alors là, j'aimerais entendre, vous avez dit tout à l'heure, vos collègues loyalistes. Est-ce que sur cette proposition, Thierry Santa, par exemple, le rassemblement pourrait... Je pense que c'est des vraies questions auxquelles les Calédoniens attendent des réponses. C'est plus de savoir, je le répète, le lendemain du 4 novembre, de savoir si on est indépendantiste ou pas indépendantiste. Cette question-là, elle est fondamentale. Elle est fondamentale parce que la question de la citoyenneté calédonienne pose surtout la question de l'identité calédonienne. Quelle est notre identité calédonienne ? Elle sera forcément un mélange de toutes nos identités particulières, plurielles. Et je pense que quand on aura pris conscience, chacun d'entre nous, qu'on appartiendra à une identité plurielle, finalement, c'est aussi prendre conscience de chaque composante de cette identité plurielle. C'est-à-dire qu'on aura conscience des Kanaks, on aura conscience des Wallisiens, des Tahitiens, des Européens, des Indonésiens, de toutes les communautés qui constituent la Calédonie. Et à partir de là, on aura moins peur. On aura moins peur de disparaître ou que notre culture disparaisse. On aura moins peur que certaines personnes extérieures aujourd'hui à cette identité calédonienne, mais qui ont envie de l'intégrer, d'en faire partie, que ces personnes-là puissent acquérir cette fameuse citoyenneté calédonienne sous certaines conditions à définir, certainement, mais c'est vraiment un autre état d'esprit. Et cet état d'esprit, on pourra le mettre en œuvre quand on aura, je le répète, dépassé ce clivage indépendantiste, non indépendantiste. Quand nos discussions, nos échanges ne seront plus biaisés par cette vision qui est celle d'aujourd'hui, de la politique calédonienne d'aujourd'hui. Une question, l'identité, la citoyenneté à construire. Ça fait consensus, même si les formes ne sont pas là les mêmes pour chacun. Est-ce qu'il n'y a pas des outils à mettre en place, tout simplement? Qu'en est-il par exemple, des signes identitaires? Est-ce qu'après le 4 novembre, on va pouvoir repenser, se remettre sur ce travail du drapeau, du nom du pays? Philippe Michel? C'est absolument indispensable. On ne peut pas prétendre conforter le vivre ensemble et constituer un peuple calédonien si on ne partage pas une histoire commune, une mémoire commune, une citoyenneté commune et des signes identitaires. La citoyenneté calédonienne, c'est la citoyenneté la plus fermée du monde. Si on est arrivé avant une certaine date, on peut acquérir cette nationalité, cette citoyenneté et ses enfants aussi. Si on est arrivé après, c'est terminé. Et ce système n'est juridiquement accepté par le droit international qu'en tant qu'il est transitoire. Donc ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, tôt ou tard, il faudra ouvrir ces discussions d'accession effectivement à la citoyenneté calédonienne. Mais le vivre ensemble, c'est pas que la citoyenneté, c'est aussi bien d'autres choses dont on n'a pas beaucoup parlé ce soir. C'est la réduction des inégalités sociales, c'est la réussite éducative pour tous, c'est l'amélioration de notre économie. Rapidement, en quoi ces objectifs-là seraient plus faciles à atteindre dans la France qu'à l'extérieur? Tout simplement parce que, à l'évidence, on en aurait les moyens. Nous bénéficions d'un accompagnement de la France qui nous permet de mettre en œuvre un certain nombre de politiques de réduction des inégalités, de réussite éducative et autres, sur lesquelles on peut légitimement s'interroger si on rompait les liens avec la France. Mais le fait est que
c'est pas une question institutionnelle au premier chef, c'est une question de politique publique. C'est pas la baguette magique de l'indépendance, ni l'illusion d'ailleurs du statu quo, qui permettront de réduire l'inégalité sociale, d'améliorer la réussite éducative ou de diversifier notre économie. Ce sont les politiques publiques qu'on sera capable de mettre en œuvre, quel que soit finalement le cadre institutionnel dans lequel on se situe, mais c'est un élément essentiel parce que la première condition du vivre ensemble, c'est pas la question statutaire de la Nouvelle-Calédonie, c'est la capacité pour chaque Calédonien à trouver sa place dans notre société. Et de ce point de vue-là, il y a beaucoup de chemin à faire. Gilbert Thuénon, le FLNKS, fait campagne sur cet argument, notamment que l'indépendance permettrait de résorber ces inégalités sociales. Bien sûr, puisque nous, ce que nous proposons, c'est beaucoup de changements. Le changement dans le modèle économique, le changement dans les réformes et tout ça. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut que les Calédoniens le sachent bien. C'est que, contrairement à beaucoup d'autres situations, nous sommes dans un processus de décolonisation. Et le corps électoral, il trouve sa source dans ce processus de décolonisation. Adolphe l'a dit tout à l'heure. Nainville-le-Roche, la reconnaissance des victimes de l'histoire. C'est pas pour rien, ça. Donc, ce qui veut dire, quelque part, pour rentrer dans une situation normale où tous les habitants de ce pays pourront voter, c'est bien par la voie de l'indépendance. Puisque nous serons tous peuple d'un seul et même pays. Donc, la voie du futur, ce n'est pas toujours crier France, France. Non. La voie du futur, c'est l'indépendance. Et ben je vous propose sur ce chemin, Gilbert Thuénon. Le pays sera lui-même. Nous, ce que l'on dit, c'est que nous voulons retenir de la France ce qui est bien. C'est-à-dire les libertés fondamentales, la France des Lumières, la France du droit. Nous, on veut plus de la France des exclusions, la France des expropriations, la France de l'exclusion. On veut plus de ça. Donc, quelque part, qu'est-ce qui nous a inscrits dans la démarche aujourd'hui? C'est parce que nous étions derrière. Jean-Marie Tjibaou l'a dit à l'époque. Nous n'étions même pas les roues de secours. Donc maintenant, on veut notre place. Gilbert Donc, quelque part par là, on invite les Calédoniens à prendre tout le monde la place qui lui est due dans ce pays. Et bien justement, moi je vous emmène à la fois à la rencontre de Jean-Michel Delatière. Vous allez voir, c'est un agriculteur qui s'est spécialisé dans la culture des tubercules, de l'igname en particulier. Et le destin commun, la reconnaissance de l'identité kanak, vous allez pouvoir le voir, c'est finalement son quotidien. Originaire de la Foix, Jean-Michel Delatière a décidé il y a 3 ans de se lancer dans l'agriculture. Il décide de se spécialiser dans la culture des tubercules tropicaux. Le choix de cultiver l'igname a été longuement réfléchi. Les gens ne venaient pas trop aux tubercules tropicaux parce que c'était réservé à une certaine ethnie, à une certaine communauté. Là, aujourd'hui, en fait, il y a un tel brassage, on sent vraiment qu'on est en train de construire un pays, quoi. Les barrières entre communautés, elles sont moins tranchées. Je me sens en fait viscéralement le droit de pouvoir faire cette culture, quoi. L'igname est un tubercule sacré dans la culture kanak, un objet d'échange coutumier. C'est donc des gens de tout le pays qui viennent se fournir chez Jean-Michel Delatière. Ici, il y a des gens de Bélep qui sont passés jusqu'à l'île des Pins, jusqu'à Ouvéa, jusqu'à Tiga, j'ai eu des appels, et puis n'en parlons pas de la Grande Terre. Et en fait, si j'avais pas ces ignames-là, en fait, j'aurais pas eu ces contacts. Ces contacts, en fait, sont créés par ce tubercule, oui, c'est un légume, mais c'est pas un légume, c'est plus qu'un légume, il y a autre chose, c'est une clé vers toutes les communautés, quoi. Seule inquiétude, l'insertion des jeunes dans le monde du travail. Si on est en train de construire un pays, il faut qu'on soit aux rênes de ce pays, on soit dans les postes à responsabilité. Donc voilà, c'est le message que j'aimerais passer aux politiques pour inciter les entreprises à embaucher local et surtout à nos jeunes Calédoniens de se mettre en avant, d'oser, d'avancer. Adolphe Digoué, Jean-Michel Delatière, j'allais dire, je le disais, vit ce destin commun au quotidien. Il vous pose une question à tous, je vous la pose à vous. Comment mieux intégrer les jeunes demain dans cette économie calédonienne ? Les
les jeunes aujourd'hui ont des difficultés, c'est pas nouveau, ont des difficultés à s'insérer dans le monde du travail, et ça pour plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons. Nous, ce que je suis tenté de répondre à Jean-Michel de la TIA, c'est que dans le projet que l'on porte, c'est un projet où on prend en compte tout le monde. Et on veut aller à la pleine souveraineté pour la simple raison que c'est lorsqu'on aura dépassé les clivages qu'a cité tout à l'heure Thierry Santa, indépendantiste et non indépendantiste. La seule manière de dépasser ce clivage, c'est l'accession à la pleine souveraineté et à l'indépendance. On devient tous des nationaux et on ne se regarde plus. Donc, quand on est dans les travaux du Congrès, pour peu que certains indépendantistes votent sur des textes qui vont dans le bon sens, proposés par des non-indépendantistes, soit ceux-là sont devenus nationalistes, ou bien les autres sont, et on développe des axes. Philippe Michel vous répondra. Mais la seule manière, un dialogue interposé. Et on assume la seule manière de dépasser ce clivage indépendantiste, non indépendantiste, c'est faire accéder le pays à la pleine souveraineté. Et on les a conviés à prendre cette responsabilité. Adolphe Digoué, Jean-Michel Delattière, je pense que les Calédoniens qui vous regardent ce soir attendent aussi des choses très concrètes pour ces jeunes, notamment en matière de formation. Il y a déjà des dispositifs aujourd'hui. Comment vous prévoyez l'évolution, par exemple, des dispositifs cadre avenir, etc., dans votre projet? Ces dispositifs-là de cadre avenir étaient des dispositifs pour accompagner le rééquilibrage. Dans un premier temps, c'était les 400 cadres. Il fallait rééquilibrer à l'intérieur de la fonction publique, ou en tout cas à travers des postes de responsabilité. Et donc l'accord de Matignon, on a développé le dispositif 400 cadres. Depuis l'accord de Nouméa, c'est le dispositif cadre à venir. Mais là aussi, c'est un dispositif qui concerne les personnes qui ont déjà plus ou moins réussi. Mais beaucoup de jeunes rencontrent des difficultés, et il y a beaucoup qui décrochent avant même d'arriver en 6e. Et donc c'est cela qu'il faut pouvoir les prendre en compte dans un dispositif de formation. Et donc nous, dans notre projet, dans le projet que l'on propose, c'est que le service militaire, on prenne l'exemple sur le service militaire adapté. Et ces jeunes-là, donc c'est développer le RSMA. Ces jeunes qui aujourd'hui, on les retrouve dans les quartiers, ou en tout cas à fumer, ou je ne sais pas quoi faire, mais ils sont traversés par l'oisiveté. Donc ces jeunes-là, il faut pouvoir les mettre en situation. Il faut pouvoir les mettre en situation de réussite. Mais bien sûr que des dispositifs de formation seront d'ailleurs mis en œuvre, et c'est prévu aussi. Thierry Santa, vous souhaitez réagir sur cette, j'imagine, intégration des jeunes? Oui, c'est fondamental. Et tous les programmes de formation qui aujourd'hui sont mis en œuvre, il faudra bien entendu les poursuivre et les amplifier. Mais je crois que le principe de base, d'abord, c'est déjà que ces jeunes puissent avoir un emploi. C'est-à-dire qu'on peut les former à tout ce qu'on veut. Si derrière, on n'a pas un système économique qui leur permet d'avoir un emploi, ça ne servira pas à grand-chose. Et là aussi, il y a peut-être des choses à changer. Il y a quelques lignes à changer, je crois, dans nos esprits. Il ne s'agit pas de remettre en cause nos filières structurantes actuelles, mais peut-être envisager de nouvelles filières économiques, une ouverture plus grande de la Calédonie dans le bassin pacifique. Comme je le disais, on vit dans un monde mondialisé. Des nouvelles filières qui s'appuient sur les fondamentaux d'économie bleue, d'économie verte, de développement durable. Je pense à la permaculture, je pense au développement des énergies renouvelables, je pense aux notions d'économie circulaire. Enfin, il y a plein de choses sur lesquelles on pourrait avancer tous ensemble. Et ça, on n'a pas besoin d'être indépendant pour le faire. Et j'ai même tendance à penser qu'on aura plus de moyens pour le faire et de possibilités de le faire en restant au sein de la République française. Alors, je vous propose de finir notre tour de Calédonie. Là, on l'a commencé finalement, c'est-à-dire dans la vallée de la Tchamba à Poneriouin. Cette fois-ci, nous allons à la rencontre de Pierre Nimbaï. Il est chef d'entreprise. Vous allez voir, c'est un militant indépendantiste et qui lui aussi prône ce destin commun. Tchamba est une tribu de Poneriouin près de la Chaîne. Ici, les habitants, par l'histoire de la colonisation, se sont retrouvés en fond de vallée.
Depuis les accords de Matignon et Nouméa, Pierre Nimbaye a monté son entreprise de BTP. Il emploie une quinzaine de personnes. Si le boom économique a accompagné les accords de Matignon et Nouméa, pour Pierre Nimbaye, les mentalités doivent également évoluer. C'est vrai que le boom économique, ça compte dans le quotidien de tous les jours. Mais c'est plutôt à l'intérieur de chacun d'entre nous d'essayer de changer. Parce que tu peux avoir un boom économique si dedans ça ne change pas, mais il y aura toujours quelque chose qui va bouillir et qui va éclater demain après-demain. En aval de la tribu, des Européens descendants de colons sont installés. Pierre Nimbaye est indépendantiste. Pour lui, le vivre ensemble se pratique au quotidien. Nos vieux, ils ont fait le vivre ensemble depuis longtemps. Mais ce qui est dommage aujourd'hui, c'est qu'à côté, on n'arrive pas à faire le pas. C'est pour ça, moi, je disais tout à l'heure, mais pourquoi on a peur de voter oui? On a vécu ensemble pendant 30 ans, on est dans la case, faisons le pas, allons ensemble vers ce projet. Ensemble, discutons de ce projet d'avenir qu'on veut mettre en place pour vivre ensemble. Alors il nous reste vraiment, une dizaine de minutes d'émission, celle consacrée aux réponses que les internautes, aux questions plutôt que les internautes vous ont posées. Mais rapidement, une réaction, Sonia Baquès, sur ce témoignage. L'activité économique peut exister aussi en brousse. Est-ce qu'aujourd'hui il y a des leviers? Oui, alors on l'a dit, vous savez, nous on propose qu'on aille dans le sens d'un tissu économique qui est plus calédonien. On a dit dans notre projet qu'on souhaite que dans les 10 prochaines années, on arrive à former et à accompagner, parce que ce n'est pas que de la formation, 1000 cadres et chefs d'entreprise dans le secteur privé. Cadre Avenir 404, c'était principalement dans le secteur public. C'est 2/3 des Calédoniens qui ont été placés dans le secteur public. Maintenant, il faut qu'on arrive à avoir de plus en plus de chefs d'entreprise calédoniens, de manière à ce que tout le monde s'y retrouve en termes de réduction des inégalités. Et un dernier élément, les indépendantistes veulent toujours plus de transfert de compétences. Mais je crois que l'urgence, c'est de s'approprier les compétences qu'on a déjà transférées. On a un système éducatif aujourd'hui qui arrive aux limites du système parce qu'on a fait malheureusement souvent un copier-coller de ce qui existe en métropole et qui n'est pas toujours parfait. Et je pense qu'on a intérêt, là aussi, à créer un modèle calédonien qui fasse mieux réussir, qui laisse moins de personnes sur le bord du chemin. Merci Sonia Baquès. Dernière partie de cette émission. Place donc aux questions Facebook, questions des internautes. Bernard, vous revenez justement avec ces questions. Alors quelles sont finalement les interrogations qui dominent ce soir? Beaucoup d'interrogations évidemment sur qu'est-ce qui va se passer, sur les choses statutaires aussi du tous les jours. Par exemple, c'est un habitant de tribu qui dit mais quel changement peut-on attendre si c'est l'indépendance le 5 novembre? Peut-être une question à Adolphe Digoué. Quels seraient les changements et les améliorations que pourrait attendre un habitant en tribu? Peut-être pas grand-chose immédiatement. Je veux dire, la question qui nous est posée, c'est est-ce qu'on veut assumer les compétences régaliennes et de voir la Nouvelle-Calédonie accéder à l'indépendance. En cas de victoire du oui, bien entendu. En cas de victoire du oui. Donc, le quotidien des gens va continuer à être ce qui existe aujourd'hui. C'est la saison d'igname. Donc là, les gens continuent à aller au champ. Et donc, le 5 novembre, les gens continueront à aller au champ. Donc immédiatement, c'est vrai que les gens ne vont pas sentir dans la vie de tous les jours des changements. Mais c'est un projet en construction. C'est un projet qu'il faut construire. Et c'est ce qu'on présente aux autres partenaires. Qu'on construise ensemble ce projet-là. Parce que c'est... Nous, ce qu'on estime aujourd'hui et ce qu'on dit aujourd'hui, c'est qu'on est allé au bout. Depuis 1958 jusqu'en 2018, on est allé au bout de ce que peut nous offrir la Constitution. Et d'ailleurs, on est logé au titre 13. C'est un statut dérogatoire. Et donc, il faut sortir de cette Constitution pour pouvoir accéder à d'autres possibilités. C'est ce qu'on préconise. C'est ce qu'on préconise. Peut-être que tout... C'est essentiellement des avancées institutionnelles, politiques. Mais la vie de tous les jours, de tous les Calédoniens ne va pas changer le 5 novembre. Donc là, si c'est la victoire du oui, la vie des Calédoniens ne va pas changer. Une autre Sonia Baquès. Bien sûr que si, le quotidien va changer. Quand la Nouvelle-Calédonie devra trouver 160 milliards pour financer sa défense, son enseignement ou les différentes compétences régaliennes, elle n'aura plus les moyens de payer
à Pierrot de Puebo le minimum vieillesse ou les différentes aides ou l'aide médicale dont il peut bénéficier. Ça, c'est la réalité du quotidien. Donc effectivement, là aussi, il faut dire la vérité. Oui, si la réponse était oui, le quotidien des Calédoniens changerait parce que clairement, il n'y aurait pas le même niveau de vie. Je crois que là aussi, il faut dire la vérité. Alors peut-être une question, Gilbert Tuénon, sur le oui, le 4 novembre. La citoyenneté passerait ensuite en nationalité. Est-ce que vous seriez, vous, pour que la double nationalité existe, citoyenneté de nationalité calédonienne, kanaki, on ne sait encore, et citoyenneté française? Nous avons, peut-être contrairement aux autres, travaillé sur un projet de société avec des propositions. Le projet est là sur la table, il est à discuter. Et effectivement, on ne peut pas déterminer seuls, nous, indépendantistes, la question de la double ou pas, la double nationalité ou pas. Mais on sait que ce sont des possibilités. Et les représentants de l'État l'ont dit de manière claire. Ce qui va changer fondamentalement le lendemain, s'il y a le oui, c'est dans les comportements, je crois, des Calédoniens. C'est dans les comportements, et notamment de notre jeunesse à nous, la jeunesse kanak. Ça, il ne faut pas l'oublier. Parce qu'aujourd'hui, on le voit bien, qu'il y a beaucoup de soucis liés au fait que ces Kanaks-là sont un peu à la marge. Donc c'est ça qui va fondamentalement changer. Le témoignage de M. Nebay tout à l'heure, il est très révélateur. C'est un Kanak qui a réussi. On voit comment il s'exprime. On voit qu'il est bien. Donc il a confiance en son pays, ce monsieur. Donc c'est ce que l'on dit. Le oui, c'est la confiance redonnée à la Nouvelle-Calédonie. C'est la nouvelle place que nous, on prend dans l'échiquier mondial. Et ça change tout. Ça change les relations entre nous, d'abord, Calédoniens. Ça change les relations qu'on a avec la France. Et ça nous place dans l'échiquier mondial. Et ça n'a aucune commune mesure avec la situation que nous connaissons aujourd'hui. Il ne faut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Quant au transfert de la France, on le sait pertinemment. Je parlais tout à l'heure de l'article du quotidien économique Le Capital, là. Mais on peut aussi citer les chiffres des flux monétaires et financiers de 2015, les sources et IOM de 2015. C'est la balance de paiement. 419 milliards de rentrées et 460 milliards de sorties. Quand on rajoute les deux usines, n'en parlons pas. Donc ce qui veut dire quoi? C'est que le potentiel du pays, il est énorme. Et il ne faut pas mettre le pays sous le couvercle de la marmite là. Parce que cette marmite là, elle est en train de chauffer. Elle est en train de chauffer. Alors et tant qu'il n'y a pas cette dignité, tant qu'il n'y aura pas cette liberté dont nous parlons, ce n'est pas la peine. Une dernière question, Bernard. Oui, une question tout à fait justement très économique, peut-être pour Philippe Michel, parce que même si ça parle du oui en cas de victoire du oui, nouvelle monnaie, quelles conséquences sur l'inflation vous imaginez? En cas de victoire du oui? Oui, il y aurait donc une nouvelle... Je n'imagine pas. Alors, en cas d'indépendance, néanmoins, avec c'est la question de l'internaute, on a une nouvelle monnaie, puisque ce serait ainsi que les choses se passeraient. Pour vous, est-ce que ce serait inflationniste? Alors peut-être Thierry Santa. Ce qui est fort probable, c'est qu'en cas de oui à l'indépendance, il y ait une monnaie qui se crée et qui soit dévaluée immédiatement. Puisque la Nouvelle-Calédonie vit au-dessus de ses moyens, grâce, entre autres, aux 150 milliards que la France injecte chaque année, et bien, systématiquement, tout de suite après, dès lors que ces 150 milliards ne sont plus injectés dans l'économie calédonienne, ça provoquera une dévaluation de la monnaie calédonienne. Ça veut dire que le pick-up qu'aujourd'hui on achète 3 millions, alors peut-être maintenant 3,5 millions avec la TGC, demain, on va l'acheter 4,5 millions. Parce que la monnaie calédonienne n'aura pas la même valeur que celle d'aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, elle est connectée. Il nous reste 2 minutes d'émission, Bernard, si vous avez une toute dernière question. Oui. Vraiment toute dernière. Ça serait peut-être pour Adolphe Digoué, pour conclure. Après les 3 consultations, question de l'internaute, quelle serait la position des partis indépendantistes si le non continuait à l'emporter? Est-ce que vous accepteriez le verdict des urnes? Je vous demanderai d'être très concis. Sonia Bakes a dit tout à l'heure qu'elle était plus sûre que le non va l'emporter le 4 novembre. Donc, elle a laissé attendre. Elle a laissé attendre. Elle a appelé à la mobilisation.
Donc, nous, ce qu'on préconise, hein, c'est qu'on se mobilise, nous, et on invite les citoyens calédoniens à voter massivement pour le oui le 4 novembre. Hein. Et si ce n'était pas le cas, le Premier ministre arrive le 5 et donc les discussions qui vont s'ouvrir, donc nous, on va en discuter de l'accession du pays à la pleine souveraineté. Donc merci. C'est ça. Merci. Merci à tous d'avoir participé à ce dernier débat, on l'a dit, politique, avant ce rendez-vous historique du 4 novembre. Merci à vous de nous avoir suivis tout au long de cette saison de questions à venir et ce soir en particulier. Merci à toute l'équipe qui a permis la réalisation, la préparation de cette émission. Jeudi prochain, vous avez rendez-vous avec Valérie Jonot pour une dernière émission avant le référendum qui sera cette fois-ci consacrée aux enjeux avec des experts, cette fois de la société calédonienne. Il vous reste à vous souhaiter une belle soirée à tous. Retrouvez cette émission en replay sur votre site lapremière.nc.